Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'avant d'en arriver au film, je vais devoir faire une petite leçon d'histoire. Je pense que vous connaissez tous la NBA, au moins de nom ou de par sa réputation. La National Basketball Association, créée en 1949, est aujourd'hui le championnat de basket de référence dans le monde entier, grâce à son niveau de jeu inégalé et à son savoir-faire marketing. Dans certains pays arriérés comme la France, la NBA est même plus populaire que le championnat local. Pour beaucoup, la NBA est sacro-sainte, c'est une institution intouchable, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1967, un groupe d'investisseurs mené par Dennis Murphy décide de créer l'American Basketball Association, ou ABA. Au départ, le but était de se faire du blé rapidement en forçant une fusion avec la NBA, un peu comme ça s'était passé un an plus tôt avec l'AFL et la NFL en football américain. Mais la ABA va vite devenir une concurrente sérieuse. Sa première saison débute avec 11 équipes, les Anaheim Amigos, les Minnesota Muskies, les Pittsburgh Pipers, les Indiana Pacers, les Kentucky Colonels, les Oakland Hawks, les Denver Rockets, les Dallas Chaperons, les Houston Mavericks, les New Jersey Americans et les New Orleans Buccaneers. Alors, quasiment toutes vont déménager ou changer de nom pendant les 9 saisons d'existence de la ABA, mais ce serait trop long de tout détailler, donc je vais continuer à les appeler par leur nom et leur ville d'origine. Dès le début, la ABA se démarque en instaurant une ligne à 3 points qui n'existait pas en NBA et en adoptant une balle rouge, bleue et blanche. C'est le commissionneur George Mikan, qu'on est allé chercher pour donner un peu de légitimité à la ligue, qui voulait une balle colorée parce qu'il en avait marre de pas voir le ballon quand il regardait des matchs à la télé. Pour les joueurs, les franchises vont chercher des mecs refusés par la NBA parce qu'ils étaient trop petits, parce qu'ils étaient impliqués dans une histoire de paris truqués, ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde avec seulement 12 équipes. On va donc retrouver des joueurs comme Larry Brown, Doug Moe, Roger Brown ou encore Connie Hawkins. La ABA va aussi choper des joueurs stars chez sa concurrente, c'est notamment le cas de Rick Barry qui tournait quand même à 35 points de moyenne en NBA. Pittsburgh devient le premier champion en 68, suivi par Oakland en 69. S'ensuit une domination des Indiana Pacers qui vont remporter un triplé en 70, 72 et 73. En 71, c'est les Utah Stars qui remportent le titre. Les Stars sont en fait les anciens Anaheim Amigos, passés entre-temps par Los Angeles, soit 3 villes en 4 ans. Ouais, la ligue est plutôt instable. C'était assez difficile de faire sa place dans l'ombre de la NBA, surtout qu'en plus la NBA elle-même galérait derrière le baseball et le football américain. La ABA n'a jamais obtenu un vrai contrat télé et certaines franchises n'ont jamais réussi à construire une fanbase solide. Pour tenter de rameuter 2 ou 3 spectateurs en plus, elles essayaient un peu de tout et n'importe quoi, comme des soirées à 10 cents la bière, un concours de traits de vache, ou des choses qui sont restées dans le paysage sportif actuel, comme les ball girls, qui se transformeront au cours du temps en cheerleaders, ou encore le marketing autour des joueurs. Ce ne sont pas les seules bonnes idées de la ABA, qui dans certains cas va recruter certains joueurs dès leur sortie du lycée. C'est comme ça que des mecs comme Spencer Haywood et Moses Malone entrent dans le monde professionnel. Pendant ce temps-là, d'autres stars NBA, comme Zelmo Beatty, Billy Cunningham, ou même certains arbitres, sont recrutés par la ABA. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant, et Pittsburgh et Minnesota doivent mettre la clé sous la porte à la fin de la 5e saison, alors qu'une franchise est créée à San Diego, portant le nombre d'équipes à 10. Plus on avance dans les années 70 et plus la ABA devient talentueuse et plus le jeu devient flashy, grâce entre autres à David Thompson, Marvin Barnes ou encore un certain Julius Erving. Dr. J va mener New York au titre en 74, alors que Kentucky, toujours placé mais jusque-là jamais vainqueur, remporte le championnat en 75. Après 8 saisons, la ligue est fatiguée. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à faire son trou et continue à perdre de l'argent. La franchise de New Orleans fait faillite quelques jours avant le début de la 9e saison et au bout de 12 matchs, San Diego arrête les frais. Une semaine plus tard, c'est Utah qui abandonne. La franchise d'Oakland, devenue les Virginia Squires, est très proche de la faillite et celle de Houston, devenue les Spirits of St. Louis, est totalement désorganisée. Julius Erving et New York sont à nouveau champions en 76, mais l'important est ailleurs. Le 17 juin 1976, la ABA et la NBA se mettent d'accord sur les termes d'une fusion. Bon, du côté de la NBA, on parle plutôt d'une expansion, puisque sur les 7 équipes restantes en ABA, seules 4 sont acceptées chez eux. Virginia a fait faillite juste après la fin de la saison et ne fait donc pas partie des débats. Saint-Louis ne plaît à personne et s'en sortira avec un méga pactole bien négocié. Et Kentucky est laissé sur le carreau puisque les Chicago Bulls veulent récupérer leur meilleur joueur, Artis Gilmore. Les Indiana Pacers, les Denver Nuggets, anciennement Rockets, les San Antonio Spurs, anciennement Dallas Chaperons, et les New York Nets entrent donc en NBA avec tout plein de contraintes. Ils doivent payer leur entrée, ils n'ont pas le droit de participer à la draft pour leur première saison, et les Nets doivent rembourser une masse de fric aux New York Knicks pour avoir joué sur leur territoire. La NBA est donc très clairement la grande gagnante de cet accord. Au fil des années, la NBA va adopter la ligne à 3 points, le jeu inspiré des playgrounds, la défense, le concours de dunk au All-Star Game et les idées marketing de la ABA.
Les anciennes équipes et certains des anciens joueurs et coachs de ABA cartonnent dans leur nouveau terrain de jeu, mais la ABA en elle-même tombe dans l'oubli. Faut dire que la NBA ne cultive pas tellement la mémoire de son ancienne concurrente, à part tout récemment quand elle a commencé à utiliser ses maillots lors des soirées vintage. Malgré tout, dans les années 90, la ABA regagne un peu de popularité pour plusieurs raisons. Déjà, la NBA décide de revenir un peu sur son demi-siècle d'existence, ce qui pousse les gens à découvrir ou à redécouvrir la ABA, et dans le même temps, les gamins qui ont grandi en regardant la ABA commencent à avoir un impact sur la pop culture. C'est notamment le cas de Scott Armstrong, un scénariste qui décide dans les années 2000 d'écrire Semi-Pro, un film rendant hommage à la ABA. Et ça y est, on est arrivé au film. Scott Armstrong est un scénariste, auteur de quelques comédies dans les années 2000, les plus connues étant Old School et Starsky et Hutch. En 2006, il écrit Semi-Pro, une comédie relatant la dernière année de la ABA à travers une équipe fictive, les Flint Tropics. Armstrong présente le script à Kent Alterman, un producteur surtout connu pour son travail à la tête de la chaîne Comedy Central et qui a grandi en regardant les San Antonio Spurs en ABA. Alterman tombe sous le charme du scénario à tel point qu'il décide de faire de Semi-Pro sa première et unique réalisation. Armstrong a écrit le film en pensant à Will Ferrell pour le rôle principal de Jackie Moon, ce qui se comprend puisque Ferrell était la star de la comédie US à l'époque et enchaînait les succès de comédies sportives. En plus, il est plutôt grand, donc pour jouer un basketteur pro, c'est un avantage. Ferrell accepte le rôle, ravi de pouvoir jouer au basket devant les caméras. Il sera accompagné de Woody Harrelson, qui a un petit passé comique et qui a déjà joué les basketteurs dans Les Blancs ne savent pas sauter en 92. Pour compléter le trio, les producteurs choisissent Andre Benjamin, plus connu pour sa carrière de chanteur et de leader de Outkast. Un choix que je trouve très pertinent, puisque l'idée est ici de nous faire comprendre d'emblée que ce personnage-là se détache des autres, et qu'il est une star au sein même du film. C'est un peu comme quand David Fincher a pris Justin Timberlake pour jouer le fondateur de Napster dans The Social Network. En plus, c'est pas le premier rôle d'Andre Benjamin au cinéma, puisqu'il avait déjà joué entre autres dans Hollywood Homicide et dans 4 frères. Benjamin s'implique énormément dans son personnage et ira même jusqu'à appeler Julius Erving pour lui demander conseil. Dans les rôles secondaires, on retrouve toute une frange de la comédie américaine, avec Will Arnett, Matt Walsh et David Kushner entre autres, et des caméos de Jason Sudeikis, Kristen Wiig et Ed Helms. Maura Tierney, vue dans Urgence, Menteur et Insomnia, joue le rôle de la love interest. Sinon, il y a aussi Jackie Earle Haley, que vous connaissez peut-être pour ça, qui joue un camé torse-poil. Pour les basketteurs, l'équipe technique a fait le casting en 2 temps. D'abord, des acteurs qui dépassent le 1m90 ont été choisis pour les rôles avec pas mal de dialogue, comme Josh Bratton qui fait 1m92, et ensuite des vrais basketteurs, comme Rashid Bird ou Peter Cornell, ont été recrutés pour les figurants. Quoi qu'il en soit, tous ont eu droit à un entraînement intensif de 4 semaines avant le tournage. Semi-Pro sort sur les écrans américains le 29 février 2008 et en France le 14 mai 2008. Le film suit Jackie Moon, un chanteur disco devenu célèbre pour son seul tube Love Me Sexy. Avec sa fortune, Jackie a décidé de racheter la franchise ABA des Tropics, basée à Flint dans le Michigan, et s'est ensuite nommé coach puis ailier fort titulaire de l'équipe. On se retrouve donc très vite dans l'archétype des personnages de Will Ferrell, à savoir l'égocentrique un peu crétin qui crie assez souvent. Everybody love everybody! Suck my cock, I'll murder your family! Learn fucking English! Les Tropics n'ont pas grand-chose pour eux. C'est une franchise au bord de la faillite, dans une ville moyenne, avec une salle pourrie et très peu de spectateurs. Mais bon, à leur place, je m'en ferai pas trop, c'est une situation qui a pas l'air de trop gêner les Timberwolves. L'équipe des Tropics, c'est pas folichonne non plus. Bon déjà le coach, c'est Will Ferrell, mais en plus de ça, les joueurs ont pas des masses de talent. Le seul qui sache vraiment jouer, c'est Clarence Withers, un basketteur à l'ego surdimensionné qui n'a aucune éthique de travail ou de sens du collectif. Les Tropics sont tout logiquement derniers du classement au moment où le commissionnaire de la ABA annonce qu'un rapprochement avec la NBA aura lieu à la fin de la saison. Une fois que Ferrell a fait son cirque... I'm so happy I can't even feel my arms! Non, sérieusement, je trouverai jamais ça drôle. Le commish précise que seules 4 équipes iront en NBA, à savoir donc les Spurs, les Pacers, les Nuggets et les Nets. Jackie Moon refuse et propose que les places en NBA se gagnent sportivement. Il faudra donc terminer dans les 4 premiers au classement pour être accepté. Alors ouais, je sais pas pour quelle raison, le film décide de zapper complètement les playoffs, qui sont pourtant une institution dans n'importe quel championnat de basket pro, et encore plus aux États-Unis. Je pense que c'est fait pour obtenir un effet absurde et dérivé de la quête habituelle de la première place, mais on a surtout l'impression que le scénariste a oublié d'écrire une partie de l'histoire, ou en tout cas qu'il s'y connaît pas trop.
Bref, Jackie Moon annonce la nouvelle à ses joueurs qui réalisent qu'ils n'ont aucune chance de remonter à la 4e place. Mais pour renforcer le groupe, Jackie recrute Ed Monix, un vieux de la vieille qui a déjà décroché un titre NBA avec les Boston Celtics. Monix est loin d'être accueilli chaleureusement par tout le monde, à commencer par Clarence qui voit mal l'arrivée d'un autre joueur star dans son royaume. Mais Monix s'en fout un peu de tout ça, il a uniquement accepté de venir à Flint pour retrouver son ex-femme, Lynn, et pour tenter de recoller les morceaux avec elle. D'ailleurs, son arrivée chez les Tropics ne change pas tellement la donne. Le problème vient de Jackie Moon, qui est plus intéressé par la promotion des matchs que par le coaching. Les choses ne s'arrangent pas quand Jackie apprend qu'il faut aux Tropics en moyenne 2000 spectateurs par match pour pouvoir entrer en NBA. Monix finit par en avoir ras-le-bol du pseudo-basket proposé par l'équipe et se fera tellement bien entendre que Clarence, qui veut à tout prix jouer en NBA, vient lui demander de prendre la place de coach. Monix prend donc l'équipe en main et commence à inculquer des valeurs de combat sur le terrain et de jeu collectif à travers des entraînements sans ballon à la serbe. Les joueurs s'en voient totalement transcendés et enchaînent les victoires, alors que Jackie Moon peut se concentrer sur le marketing et met en place des gimmicks complètement tarés, genre sauter par-dessus les cheerleaders ou se battre avec un ours. Les fans rappliquent et les Tropics remontent tout doucement à la 5e place, avec la possibilité d'atteindre la 4e place s'ils battent les leaders, les San Antonio Spurs, lors de la dernière journée du championnat. C'est à ce moment-là que la NBA revient sur sa décision et décide d'accueillir chez eux uniquement les 4 équipes prévues au départ. Jackie Moon fait une grosse déprime, envoie Clarence aux Spurs pour qu'il puisse jouer en NBA, tandis que les autres joueurs se résignent à abandonner le basket et à reprendre des petits boulots, parce que ils n'avaient pas tellement le choix à l'époque. Avant de partir, Clarence réussit à remotiver Monix, qui à son tour arrive à remotiver Jackie et toute l'équipe. Il reste un match à jouer et même s'ils n'entreront pas en NBA, les Tropics vont défendre leur honneur à domicile. Le jour du match arrive, Clarence est sur le banc d'en face, et pour la première fois dans l'histoire des Tropics, la salle est pleine à craquer. Ah bah merci, si vous étiez venu avant, on n'aurait pas eu de soucis. Le match débute avec encore une fois des mecs qui sont pas bien en place à l'entre-deux, et les Spurs dominent dans tous les domaines du jeu. Ils se baladent en attaque et sont sur toutes les trajectoires de passe en défense. Assez étonnamment, les Tropics n'ont que 13 points de retard, 51-64, alors qu'il reste quelques secondes à jouer dans le deuxième quart-temps, et que Jackie Moon se fait violemment sécher dans la raquette. He goes up strong. Oh, gets taken out by Petrelli. I don't think I've ever seen anyone get taken out quite that hard before. Ses coéquipiers le ramènent au vestiaire, l'arbitre siffle la mi-temps un peu plus tôt que prévu, et Clarence décide de les rejoindre. Non, stop, on arrête le film, non. Je suis pas d'accord. Tu peux pas faire ça. Je veux bien qu'on ait un moment cool avec un retournement de situation, je veux bien qu'il soit attaché à son ancienne équipe, mais là c'est pas possible. Faut rester un minimum réaliste. Quand des libertés sont prises par rapport à la réalité historique pour mieux rentrer dans une fiction, ok, c'est normal. Par contre, quand on ignore toutes les logiques sportives et réglementaires, là ça va plus. On se détache complètement du bon sens. Ça pouvait passer vraiment à la limite dans un monde avec un peu moins de règles, comme dans Space Jam ou dans The Air Up There, mais pas dans un monde professionnel réaliste. Je veux dire là, concrètement, en jouant pour les Tropics, il va leur faire perdre le match par forfait. Même si les Tropics gagnent, ça vaudra que dalle. Il a un contrat avec les Spurs. Ok, il n'a pas encore joué avec eux, mais il a quand même un contrat. Donc non, je suis pas d'accord. Bon, pendant ce temps-là, Jackie est encore dans les vapes et a une vision de sa mère au paradis qui va lui apprendre une arme redoutable. She showed me a brand new way to score a basket. She called it the alley-oop. Alors, le alley-oop n'a jamais été une arme fatale comme ça l'est montré ici. On peut défendre dessus assez facilement si on le voit venir. Mais l'action est utilisée tellement de fois que c'en est complètement absurde et que c'est clairement volontaire. Donc comme c'est une comédie, j'accepte. Du coup, vraiment uniquement grâce au alley-oop, les Tropics vont refaire leur retard tout doucement et reprendre confiance. Tandis que les Spurs n'ont pas vraiment de réponse défensive face à ce nouveau système, mais restent dangereux en attaque. Le score est de 70-78 vers la fin du troisième quart, mais Flint est encore à -5 à 3 minutes de la fin du match. Dans la dernière minute, alors que le score est de 105 à 107, San Antonio se décide enfin à défendre correctement sur les passes lobées. Les Tropics ont la dernière possession et Monix annonce un système travaillé en long et en large à l'entraînement. Jackie se retrouve avec le ballon sous l'arceau et se fait sécher une fois encore. Sauf que cette fois-ci, il reste conscient et se retrouve sur la ligne des lancers alors qu'il reste 2 secondes au chrono. Après une préparation qui dure bien plus que 5 secondes, monsieur l'arbitre, Jackie met le premier. Il tire le deuxième et rate. Et le film se termine là-dessus, les Tropics perdent le match. Mais non, je déconne. Un des défenseurs ne fait pas son boulot au rebond, ce qui permet à Monix de choper le ballon et, dans une belle séquence au ralenti, c'est vraiment pas du sarcasme, d'inscrire le panier à la dernière seconde. Les Tropics ont gagné, Monix s'est racheté envers lui-même, Clarence est malgré tout recruté par les Spurs, et Jackie Moon est engagé en NBA pour ses qualités de promoteur. Avant de pouvoir tirer une conclusion, je vais devoir m'attarder sur plusieurs points.
Semi-Pro est plutôt sympa à regarder, le scénario dose assez bien les moments de parodie et d'absurde pour qu'on se retrouve pas dans un film totalement cliché. C'est pas la plus grande des comédies, même s'il y a des scènes qui sont très drôles, comme celle où les joueurs attendent la coupure pub pour se bastonner. Will Ferrell n'est pas à son plus énervant et il y a même des gags visuels uniquement possibles grâce au basket. Dans le même temps, il y a des scènes d'impro vraiment bof et des running gags qui vont nulle part, le plus souvent sur les femmes. Alors c'est peut-être fait pour se moquer du machisme des années 70, mais dans ce cas-là, c'est pas super bien amené. Les acteurs sont bons, les seconds rôles ont un timing impeccable au niveau de l'humour, Henry Benjamin est vraiment bien dans son personnage, et Woody Harrelson est parfait dans son rôle de sportif rincé je m'en foutiste. La musique est cool, comme on peut s'y attendre pour un film qui se passe dans les années 70, non seulement les morceaux sont chouettes, mais en plus ils collent très bien avec l'action. L'aspect qui m'a le plus surpris, c'est la photographie. Je sais pas si c'est grâce au directeur de la photo, Shane Hurlbut, ou au réalisateur novice, Kent Alterman, mais il y a des plans qui sont vraiment beaux et il y a des bonnes idées d'utilisation de grue ou de dolly. Ça donne au film un style qu'on n'attendait pas du tout pour une simple comédie sportive. En fait, c'est toute la réal qui a été soignée, y compris les parties basket. Alterman a laissé les clés de la seconde équipe à Mark Ellis, qui a commencé sa carrière au cinéma en tant que consultant sportif. Il a travaillé sur les séquences de sport dans pas moins de 58 films, dont L'Enfer du Dimanche, Miracle ou encore The Dark Knight Rises. Et si le choix de mettre un type comme ça à la réal peut paraître casse-gueule, on voit assez vite que Mark Ellis s'y connaît à la fois en sport et en cinéma. Semi-Pro doit être dans le top 3 des films où le basket est le mieux filmé. On se sent au cœur de l'action et on n'est jamais paumé, on comprend toujours ce qui se passe. Chaque acteur a une place bien définie dans chaque séquence, donc il n'y a jamais de faux raccords. Quand il faut comprendre ce qui se passe sur le terrain, Ellis utilise des plans du dessus ou un montage plutôt calme avec des plans larges. Quand au contraire il faut juste montrer du basket spectacle, là on est repoussé derrière les bancs comme si on faisait partie du public. Et quand le jeu devient intense et qu'il faut faire monter le suspense, on a des gros plans et des ralentis qui plongent le spectateur au cœur du jeu. Mark Ellis a également dirigé l'entraînement des acteurs avant le tournage et avait toute une équipe de coachs et de conseillers techniques, 6 au total, pour l'aider. On y retrouve entre autres Brian Nguyen, le coach personnel de Mark Wahlberg, et Hernando Planels, qui est aujourd'hui assistant coach de l'équipe féminine de Duke. Du coup, les acteurs s'en sortent pas trop mal, on voit que le trio principal, à savoir Ferrell, Harrelson et Benjamin, s'y connaissent un peu. Tous ont vraiment l'air d'être basketteurs pro, à part peut-être Ferrell, mais c'est fait exprès. Le plus impressionnant, c'est que les mecs ont appris le style de jeu de la ABA. Ben ouais, l'objectif de départ était de rendre hommage à la ABA, et Alterman et Armstrong ont voulu être réalistes au possible. Pour ce faire, en plus de chercher dans leurs propres souvenirs, ils ont demandé conseil à Arthur Hundhausen, un spécialiste de la ligue qui gère le site remembertheaba.com. Ils ont aussi probablement lu et relu Loose Balls, écrit par Terry Pluto, qui est le livre référence sur la ABA. En conséquence, le film est bourré de références à des vrais joueurs et à des vrais événements de la ABA. Pour commencer, il y a eu des tas d'équipes comme les Tropics qui ont galéré à joindre les deux bouts et qui ne rassemblaient jamais beaucoup de fans. C'était aussi très typique de la ABA de s'installer dans des villes moyennes, avec parfois des salles pas terribles. Les Tropics sont en fait un mix de plusieurs franchises, à commencer par les Miami Floridians. Bon bah déjà par le nom, Tropics et Floridians, mais aussi par le fait que leur salle était pourrie, que personne ne venait au match, qu'ils mettaient en place n'importe quelle promotion et qu'ils sont à l'origine des Ball Girls comme on en voit dans Semi-Pro. Les Tropics ressemblent aussi aux Spirits of St. Louis qui étaient sur la paille lors de la dernière saison de la ABA avec une équipe en bordel. Saint-Louis avait une star très talentueuse, Marvin Barnes, qui s'en foutait totalement du collectif et qui soignait son style hors des terrains. Clarence ressemblerait donc à Marvin Barnes, mais aussi à Fly Williams et à Julius Erving. Quant à Ed Monix, c'est un mélange entre Rick Barry, Doug Moe et plusieurs autres vétérans. Alors bien sûr, il n'y a jamais eu de propriétaire de franchise qui s'est nommé coach et joueur titulaire de sa propre équipe. Mais on peut voir ici un petit clin d'œil à Pat Boone, qui était actionnaire des Oakland Hawks à la fin des années 60. Bob Netolicky, joueur des Indiana Pacers, possédait un nightclub, comme Jackie Moon. Le fait que Jackie tire ses lancers francs à la cuillère est sûrement un autre renvoi à Rick Barry, qui était très connu pour ça. Et si on rentre dans les détails, on peut le voir utiliser sa chaussure pour se battre, ce qui est peut-être une référence à Wendell Ladner qui avait jeté sa chaussure sur un coéquipier en plein match. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça l'est moins si on considère cette promo pour le film, qui copie une photo légendaire du même Wendell Ladner. Et à côté de ça, il y a aussi des inside jokes, comme le mec qui dit « Jackie, we agreed to a very large sum. » C'est le proprio de Saint-Louis, celui qui s'est fait le plus de thunes après la fusion. Et il y a aussi un caméo de George Gervin et Darcy Gilmore, deux stars de la ABA au tout début du film. Alors bon, il y a des détails qui vont pas ici et là, par exemple la ABA n'a jamais été sûre de fusionner avec la NBA, donc cette réunion n'a jamais eu lieu et l'intrigue principale non plus, forcément. 9 équipes sont utilisées dans le film, contre les 7 qui restaient en vrai dans la dernière saison. Mais en même temps, s'il fallait que les Tropics remontent simplement de la 7ème à la 4ème place, ça aurait eu moins de gueule. Décrit comme ça, on pourrait croire que l'hommage à la ABA est réussi. Mais en fait, pas du tout.
Les parallèles que je vous ai démontrés là avec tant d'enthousiasme, j'ai pu les reconnaître parce que j'ai lu très attentivement le bouquin Loose Balls et que j'ai regardé 2 fois le film. Semi-Pro n'est pas une introduction à la ABA, et c'est pour ça que j'ai dû vous faire 5 minutes de contexte pour commencer l'épisode. Il est plutôt fait pour les connaisseurs, sauf que c'est pas exactement le public ciblé par une comédie avec Will Ferrell et Andre Benjamin. Au final, le réalisme n'est pas poussé très loin, puisque le film ne prend pas les vrais noms des joueurs pour les équipes qui ont vraiment existé, alors que ça aurait pas coûté grand chose de faire un effort dans cette direction. Les leaders à la fin de la saison régulière en 76, c'était Denver, pas San Antonio. Utiliser les Nuggets plutôt que les Spurs, là aussi ça n'aurait pas eu d'incidence sur l'intrigue, mais ça aurait été plus juste historiquement. Et puis le film dépeint la ABA comme inférieure à la NBA, jusqu'à son titre, semi-pro. Sauf que les joueurs, les coachs et même les managers passés par la ABA sont d'accord pour dire que les deux ligues se valaient en termes de niveau de jeu. Je pense que la scène du premier alley-oop est très symbolique du film. Elle est méga classe, et très sincèrement je pourrais passer un épisode entier dessus. Au lieu de simplement voir le mec qui passe puis le mec qui dunk, on voit surtout les réactions des joueurs, des arbitres et des spectateurs. C'est un choix original et plutôt burné, mais qui marche grave. On comprend tout de suite la portée spectaculaire du alley-oop. Le montage, les plans et la musique sont tous parfaits, on voit la maîtrise des outils sportifs et cinématographiques dont je vous parlais avant. Sauf que si le alley-oop colle parfaitement au style aérien de la ABA, il n'a pas été inventé dans cette ligue. On ne sait pas exactement qui l'a inventé ou quand, mais en 76, le geste avait bien 10 ans. Donc on se retrouve avec un réalisme que je qualifierais de... mouais. Et le pire, c'est que le script original était plus fidèle à la réalité et présentait des références plus explicites. L'histoire tournait largement plus autour de Monix, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si dans le produit final, son personnage, ainsi que ses relations avec son ex-femme et avec Clarence, sont les aspects du scénario les mieux travaillés et les mieux développés. Le film était censé contenir plus de scènes avec lui et plus de vrais événements, des scènes qui ont été filmées, puis coupées, au profit d'autres séquences avec Jackie Moon, qui est du coup devenu le personnage principal. En fait, dès que Will Ferrell s'est attaché au projet, la production a été totalement chamboulée. Le scénar a été modifié pour mettre l'acteur star en valeur, et toute la promo a été faite autour de lui et de son personnage. Les posters, les pubs télé, les bandes annonces, et même un vrai faux clip de Love Me Sexy, avec des anciens joueurs venus pour salir leur légende. Baby who wants to love me sexy. Je sais pas si c'est les producteurs ou l'ego de Will Ferrell qui ont voulu cette réorientation, mais en tout cas ça fait mal au cœur de voir qu'on aurait pu avoir un film original, qui s'éloignait en plus de la trame classique des films de sport, et qu'on se retrouve devant une énième comédie avec Will Ferrell en imbécile professionnel. Surtout que Semi-Pro a fait un four au box-office, en faisant perdre 10 millions de dollars à New Line, donc il y a très peu de chances pour que quelqu'un refasse un film autour de la ABA. There's nothing more fun as a screenwriter than writing in the voice of Will Ferrell. You know, when you have him, when you want to do something for him, it's really, it's just like the funnest thing, you know. Aujourd'hui, si les gens connaissent la ABA, c'est surtout pour sa balle rouge, bleue et blanche, pour la ligne à 3 points et pour l'invention du concours de dunk. Mais au final, c'est très réducteur. Et c'est tout aussi réducteur de croire que la ABA se limitait à ce qui est montré dans le film. La ABA, c'était un championnat plein d'histoires qui n'ont pas besoin d'être exagérées, comme la guerre avec la NBA, les proprios pleins aux as qui n'y connaissent rien au basket, l'augmentation des droits des joueurs, Karim Abdul-Jabbar qui aurait pu y jouer si George Mikan n'avait pas fait le con, Will Chamberlain en coach, ou encore le plan Dolgoff. Terry Pluto ne s'y est pas trompé, et son livre est simplement un recueil de ces histoires, racontées par les joueurs, coachs et journalistes de l'époque. Comme comédie, Semi-Pro marche pas trop mal, et en termes de basket pur, il est très réussi, et je dirais même que c'est un incontournable. Par contre, si vous cherchez un film qui parle de ABA, je vous guiderai plutôt vers les 2-3 documentaires qui existent, que je mettrai en lien sous la vidéo. Et je vous conseille également d'aller jeter un coup d'œil au site remembertheaba.com et au livre Loose Balls, qui sont franchement cool, même s'ils sont pas dispo en français. Voilà, c'est tout pour cet épisode, moi je vous laisse là parce que je crève de chaud. Bonnes vacances! Salut tout le monde, alors je rajoute cette petite vidéo à la fin de l'épisode pour m'excuser en fait du retard que j'ai pris. Cette vidéo là va sortir, enfin cet épisode va sortir 3 mois environ après le dernier. C'est vraiment clairement pas du tout ce que j'imaginais, pas du tout ce que j'espérais. J'ai eu des petits soucis, j'ai déménagé comme vous pouvez peut-être le voir. J'ai eu des petits soucis au niveau de ma situation professionnelle, j'ai dû écrire mon mémoire aussi pour mon master. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses. En tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est que la prochaine vidéo devrait sortir le courant du mois d'août. J'ai pensé à un nouveau format que je vais tenter, et même je pense aussi pour le prochain, vraiment l'épisode long shot, ça devrait sortir
d'ici pas trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup de suivre cette vidéo jusqu'au bout et d'accepter de regarder ma tête 1 minute de plus. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo ou les autres. On se revoit très bientôt. Ciao!